Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous avons une activité de lecture dans le cadre d'étudier un roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Donc, on va faire une lecture du chapitre 1. Alors, je fais d'abord une lecture de passage. Je commence. Bicêtre, condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisie. Il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin, brodant d'inépuisables arabesques cette rude immense étoffe de la vie. C'étaient de jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière. Et puis encore des jeunes filles et de sombres promenades la nuit sous les larges bras des marronniers. C'était toujours fait dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais. J'étais libre. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. Mon esprit est en prison dans une idée. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude, condamnée à mort. Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, comme un spectre de plomb à mes côtés, seule et jalouse, chassant toute distraction, face à face avec moi, misérable, et me secouant avec ses deux mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot, m'obsède éveillé, et puis mon sommeil convulsif, et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Voilà, j'ai terminé maintenant la lecture. Maintenant, nous arrivons à l'identification de passages qui parlent. On a le narrateur, et le narrateur, c'est un condamné à mort. De quoi parle-t-il? Il parle de l'idée de la condamnation, de sa propre condamnation, ou c'est à Bicêtre, bien entendu. Bicêtre est une prison, donc c'est mentionné tout au début du chapitre, quand on n'a pas d'éléments précis pour le temps, mais on a 5 semaines après la condamnation du narrateur. Le genre de texte, bien entendu, il est extrait d'un roman à thèse, et pour le type, nous avons un type narratif descriptif. Le narrateur raconte des éléments de son passé et puis nous décrit son état présent. Pour situer donc ce passage, on peut dire que ce passage est un extrait du chapitre 1 de l'œuvre de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. C'est l'incipit du roman dans lequel le personnage principal, un condamné à mort, dont on ignore l'identité, on n'a ni nom, ni précision sur son identité. Il nous parle dans un monologue intérieur de l'idée de la mort qu'il habite depuis 5 semaines, c'est-à-dire depuis qu'il a été condamné à mort. Nous arrivons maintenant aux axes de lecture. Alors on peut développer un premier axe concernant une pensée obsédante ou bien le monologue intérieur. Alors d'abord, vous avez dans le passage, la narration est menée à la première personne je, c'est-à-dire que le personnage principal est lui-même le narrateur. Alors le narrateur parle à lui-même car il est emprisonné dans un cachot. Donc il n'a personne avec qui il peut parler, et on peut donc comprendre qu'il s'agit d'un monologue intérieur. Puis, il pense à l'idée de la condamnation à mort, qu'il observe. Voilà 5 semaines que j'habite avec
cette pensée, c'est-à-dire que la pensée de la condamnation est toujours là, avec lui. Alors bien sûr, dans le texte, on a un ensemble de figures de style, le texte est riche de figures de style, voilà, qui appuie cette idée-là de l'obsession qui habite le narrateur condamné à mort. L'obsession de l'idée de la condamnation à mort. Alors vous avez d'abord des comparaisons, vous avez ici les exemples, donc l'idée de la mort se mêle comme un refrain horrible, et puis cette pensée infernale comme un spectre de plomb. Voilà, cette comparaison, bien ces comparaisons-là, elles montrent l'aspect horrible de l'idée de la mort. Et puis vous avez la personnification. Alors, vous avez le narrateur condamné à mort qui dit, au début du passage, voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Donc là, le verbe habiter peut expliquer beaucoup sur donc, comment le narrateur condamné s'imagine cette idée-là de la mort qui est toujours avec lui. Et puis vous avez me secouant de ses deux mains. Donc la pensée ou bien cette idée-là de la condamnation à mort a deux mains pour le narrateur. Donc il se l'imagine comme étant une personne. Cette pensée infernale, seule et jalouse, donc les caractéristiques de solitude et de jalousie sont attribuées à l'idée de la mort, et on peut dire que donc le narrateur personnifiait l'idée de la mort. Vous avez aussi dans le passage la gradation, une horrible, une sanglante, une implacable idée. Si vous avez remarqué, vous avez ici 3 adjectifs qui peuvent constituer une gradation ascendante en parlant de cette idée-là de la mort. Et puis vous avez toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Et après vous avez je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. Donc ici pensée, conviction et certitude sont des degrés de gradation aussi ascendante qui montrent voilà, que le narrateur est habité, il est hanté par cette idée-là de la mort qui est horrible. On peut comprendre à partir de la gradation qu'il montre l'intensité de la souffrance que cette idée-là de la mort cause pour le narrateur condamné. Alors pour le deuxième axe, on peut donc dire un homme captif ou le registre pathétique. Alors, le narrateur fait une comparaison entre sa vie d'autrefois et sa vie de présent. Alors vous avez autrefois et maintenant. Autrefois, j'étais libre. Alors ici, vous avez un adverbe de temps qui montre le passé, et vous avez l'imparfait plus un adjectif qui montre l'état du narrateur dans le passé. Alors on peut dire que l'imparfait ici, temps de passé, renvoie à la liberté qui était donc présente dans le passé, mais qui est perdue au présent. Puis vous avez « j'étais un homme comme un autre homme ». Là, on peut comprendre que le narrateur dans le passé jouissait de sa vie normale comme les autres hommes. Donc le narrateur était un homme normal, un homme libre. Pour sa situation présente, vous avez donc maintenant je suis captif. Vous avez un adverbe de temps qui précise donc le moment, c'est le présent. Et vous avez le verbe être ici conjugué au présent, à l'encontre donc de la phrase là où le verbe est conjugué à l'imparfait. Et vous avez un adjectif captif, c'est bien sûr le contraire de libre. Donc vous pouvez faire une comparaison entre l'état du passé et l'état de présent. Le présent du narrateur est un présent d'emprisonnement. Alors le présent traduit la vérité d'une réalité présente de condamné, emprisonnement de l'esprit et torture psychologique. Donc vous avez aussi une autre phrase, mon corps est offert dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée.
là, on peut comprendre qu'il s'agit, à partir de ce parallélisme entre deux idées, que le narrateur est doublement emprisonné. Il est doublement captif. Il est emprisonné au niveau physique et aussi au niveau psychique, c'est-à-dire moral. Alors le narrateur est condamné physiquement et moralement. Nous arrivons maintenant à la synthèse et on peut dire là, la souffrance tant psychique que physique que vit le narrateur à cause de l'idée de la condamnation suscite la pitié. On peut dire que le texte a une tonalité pathétique, c'est-à-dire que, voilà, le condamné avec cette façon de s'exprimer, avec cette façon de décrire sa situation, attire la pitié des lecteurs. Et Victor Hugo montre le degré intense de la souffrance du condamné pour défendre l'abolition de la peine de mort. Le texte a une visée donc argumentative. Alors, cette vidéo arrive à sa fin. Merci de votre attention et à une prochaine vidéo.